Bon webinaire. Excellent, merci. Merci. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à toutes à cette deuxième exploration de 5 du parcours sur le mentorat inclusif propulsé par l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Alors, permettez-moi de nous réintroduire. Nous sommes Jennifer Petrella et Joël Nawesh-Carvitage et nous serons vos autres animateurs pour cette heure que nous allons passer ensemble par ce beau midi pluvieux. Alors, on aime rappeler qu'une exploration sur ce parcours de 5 vous est présentée tous les mois, déjà depuis le mois de janvier dernier, et ce jusqu'au mois de mai 2022. Et la prochaine exploration aura donc lieu mardi 15 mars 2022, toujours de midi à 13 h en mode webinaire. Alors, à mettre à l'agenda si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, nous aimerons aussi rappeler que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Alors, l'enregistrement sera disponible pour captation ultérieure sur la page de l'accélérateur mentoral dans la section membres du site web de Mentorat Québec. Nous vous invitons donc à devenir membre sans plus tarder pour ainsi avoir accès à une panoplie de contenu mentoral ainsi qu'à nos balados aussi. Aujourd'hui, nous allons donc explorer la thématique suivante, le mentorat et le parrainage, avantages et inconvénients de ces deux modes d'accompagnement en milieu professionnel. Et nous tenons aussi à vous rappeler que bien que le mois du mentorat ait tiré sa fin le 27 janvier dernier, la trousse mentorale 2022 est toujours disponible sur le site de Mentorat Québec. Alors, c'est toujours gratuit jusqu'à la fin du mois de février. Alors, garochez-vous, comme on pourrait dire en bon anglais, pour le télécharger et le partager autant dans votre réseau professionnel que personnel, puisque le mentorat est un art, une discipline qui va au-delà du cadre professionnel. C'est dans la vie de tous les jours aussi. Alors, en guise d'explication de la nomenclature de la séance d'aujourd'hui, nous allons débuter par une mise en contexte et une brève présentation de nos panélistes. Par la suite, nous allons entrer dans un questionnaire entrevue avec nos panélistes pour une durée de 30 minutes. Par la suite, une quinzaine de minutes questions de vous, chers auditoires, et puis vous allez pouvoir utiliser la fonction chat pour transmettre vos questions, suggestions, commentaires, lorsqu'on pourra vous donner le go pour ça, sans aucune allusion le go, le Premier ministre, pardon. Alors, par la suite, nous allons faire un petit résumé des derniers commentaires des panélistes et de l'auditoire aussi, et c'est ce qui conclura notre seconde exploration, mais soyez sans inquiétude, il en reste encore 3 d'ici le mois de mai. Alors, soyez des nôtres pour les prochaines explorations. Alors, pour la mise en contexte, je repasse le micro à ma collègue Jennifer Petrella. Jennifer. Merci beaucoup, Joël. Donc, j'aimerais passer 2 minutes à vous expliquer un petit peu la mission de l'accélérateur mentoral. Donc, c'est un programme qui a débuté à Mentorat Québec en 2019 avec le soutien du secrétariat de la condition féminine, avec comme but de promouvoir le mentorat comme moyen d'attirer et retenir les talents dans des milieux à prédominance masculine. Quelques activités pour l'année qui vient. Premièrement, nous offrons un service de conférence en entreprise. Nous allons accompagner une cohorte d'entreprises dans le design et l'implantation d'un programme de mentorat inclusif. La cohorte débute à la fin avril, donc si ça peut vous intéresser d'en faire part, faites-nous signe. Nous allons monter une communauté virtuelle qui permettra aux femmes de pratiquer le mentorat, entre autres le mentorat entre pairs. Et bien sûr, il y a la présente série d'exploration. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, le mentorat versus le parrainage en contexte d'inclusion. Donc, ce serait peut-être utile de commencer en distinguant le mentorat du parrainage. J'aime beaucoup la distinction qui nous a été proposée par un professeur en management du London School of Business. Elle s'appelle Herminia Ibarra. Je vous lis. Un mentor est une personne dont la connaissance est partagée à autrui. Un sponsor, un parrain, une marraine, est une personne dont le pouvoir ou l'influence est utilisée pour autrui. Donc, j'aime bien cette distinction parce qu'elle vient au cœur de la raison pour laquelle de plus en plus d'experts en mentorat et en coaching prônent non seulement le mentorat, mais aussi le sponsorship ou le parrainage pour enlever les obstacles pour les femmes dans des milieux à prédominance masculine ou bien pour des membres d'autres groupes marginalisés dans des contextes qui ne leur sont pas souvent inclusifs. Donc, c'est vraiment l'idée que ça prend les deux. Le mentorat pour développer la personne, pour l'aider à réfléchir à ses objectifs, à développer ses propres capacités en accompagnement avec quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est un peu un critère pour un bon mentor, quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis, le parrainage qui est plutôt une relation de championnat où le parrain ou la marraine ou le sponsor va ouvrir des portes à la personne accompagnée, va lui
va lui proposer des projets porteurs ou des rôles importants qui vont lui mettre en lumière, qui vont témoigner d'une certaine confiance à leur égard. Donc, est-ce que la même personne peut assumer les deux rôles? C'est une question ouverte. Certaines disent oui, certaines disent non. L'expert en mentorat David Clutterbuck, il a ça comme mise en garde. Il dit que le mentorat, c'est-à-dire le parrain ou la marraine, ils vont miser sur leur influence pour mettre le filleul de l'avant. Si jamais le filleul ne performe pas ou n'accepte pas un défi ou un mandat, ça peut éclabousser la réputation du parrain ou de la marraine. Pour certains, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est un problème. Et on entend souvent parler dans les articles à ce sujet de personnes qui voudraient mettre leur influence pour aider à profit de quelqu'un de junior, mais ils ont peur que cette influence-là, ce capital social-là, n'est pas encore solide encore. Ce qui peut amener soit une pression mise sur la personne accompagnée de performer, même si ça ne lui convient pas à ses objectifs personnels, ou alors, ça peut aussi amener au parrain prospectif à ne pas parrainer du tout, à ne pas accompagner la personne. Le mentorat n'a pas les mêmes enjeux, mais il ne va pas forcément produire les mêmes résultats non plus. Voici le dilemme dont nous allons discuter un petit peu aujourd'hui. À Joël, à toi de poursuivre, Joël. Alors, pour mieux comprendre, merci beaucoup Jennifer, et pour mieux comprendre les avantages et les limites des deux formes d'accompagnement qu'on rappelle qui sont le mentorat et le parrainage ou sponsorship en bon anglais. L'accélérateur mentoral a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui deux panélistes. Alors, nous avons tout d'abord M. Maître Éric Beauchesne, qui est nouvellement le directeur de l'éthique et de la conformité au sein du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Connu pour son leadership inclusif et sa promotion d'une culture respectueuse au travail, Maître Beauchesne a entre autres participé à une étude sur la place des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, financée par le Fonds de recherche Société et Culture du Québec et menée par l'Université Laval. Monsieur Beauchesne, merci d'être avec nous par ce beau midi pluvieux. C'est un plaisir. Madame, merci beaucoup. Et nous avons aussi, par le fait même, Madame Mireille Laroche, qui est la sous-ministre adjointe au secrétariat du Trésor du Canada et responsable du Centre sur la diversité et l'inclusion, où se loge le programme Mentorship Plus, programme qui promeut le mentorat et le parrainage comme vecteur non seulement de l'avancement professionnel des fonctionnaires, mais aussi de l'inclusion et de l'équité au travail. Madame Laroche, merci d'être avec nous aussi par ce beau midi pluvieux. Merci beaucoup, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est nôtre. Alors, nous allons débuter la série de questions, la portion entrevue et galanterie oblige. On va commencer par Madame Laroche, si vous permettez bien, Monsieur Beauchesne. Absolument. Super. Alors, Madame Laroche, de par son nom, on sait déjà que le programme Mentorship Plus que vous avez monté avec votre équipe de feu implique le volet mentoral, de par son nom uniquement, mais en creusant davantage, on apprend que le plus dans Mentorship Plus réfère au parrainage, qu'on appelle en anglais le sponsorship. Quels sont les facteurs qui ont motivé la fonction publique à bâtir un programme de mentorat et de parrainage à vocation inclusive? Pour première question. Bon, bien, premièrement, encore une fois, je suis très heureuse d'être ici et merci beaucoup de l'invitation. Donc, je vais peut-être commencer par vous donner un peu un contexte. Le gouvernement fédéral, la fonction publique fédérale, c'est le plus grand employeur au Canada. Et puis, nous avons une pratique, je pense, qui est quand même bien ancrée d'avoir du mentorat au sein de nos rangs, qui est faite plus ou moins sur une base, je dirais, plus informelle dans le sens que c'est vraiment l'initiative des leaders de décider de prendre sous leurs ailes des protégés et puis de les aider dans leur carrière. Il y a eu en 2020 la création du Centre sur la diversité et l'inclusion au sein du secrétariat du Conseil du Trésor. Puis pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les rouages du gouvernement fédéral, c'est vraiment une agence centrale qui est un peu un noyau et qui aide et qui guide le reste de la fonction publique. Et puis cette création était vraiment à la suite des événements de racisme et les tragédies qui ont souligné vraiment la nécessité d'une action urgente. Puis le centre a été créé vraiment afin d'avoir un centre d'expertise sur la diversité et l'inclusion pour tout le secteur public. Et le programme Mentorat Plus, c'est une des initiatives qui a été co-développée par le centre avec les réseaux d'employés au sein du gouvernement fédéral. La raison principale pourquoi on a été au-delà du mentorat, c'était
pour vraiment répondre aux besoins des groupes en quête d'équité. Ces groupes-là déploraient le peu de possibilités d'avancement auxquelles ils avaient accès, puis le manque de diversité parmi les dirigeants dans l'ensemble de la fonction publique. Et puis, ceci se reflète dans les chiffres. Par exemple, en termes de taux relatifs de promotion, on voit que les groupes en quête d'équité, le taux de promotion est moins élevé que les groupes comparables. Alors, ce fut une des grandes motivations qui a fait qu'on est allé au-delà du mentorat pour aller dans une capacité de parrainage afin d'ouvrir les possibilités et de vraiment mobiliser nos efforts afin de réduire les barrières en termes de développement de promotion pour les groupes en quête d'équité. Je vais m'arrêter ici, puis on va certainement avoir plus d'opportunités de rentrer dans les détails. Merci. Absolument. Et puis, en termes de sous-questions, toujours dans la même lancée, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le programme distingue les mentors des parrains? Puis, autrement dit, pouvez-vous nous dire, vous, les architectes de ce programme, pourquoi vous avez considéré qu'il était important de proposer les deux formes d'accompagnement aux membres de la fonction publique? Je crois que le mentorat, en fait, c'est quelque chose qui est très établi. Personnellement, j'en ai bénéficié. J'ai été mentor également. Puis, en termes de coaching et de mentorat, il y a certainement une valeur ajoutée, une reconnaissance de l'importance d'avoir cette fonction-là au sein dans le développement de nos employés. Une des préoccupations des groupes ou des réseaux des employés était le fait qu'on a tendance à avoir des réseaux assez restreints et comme s'affilier à des gens qui sont comme nous. Alors, les réseaux, les employés en quête d'équité nous disaient on a de la misère à percer certains réseaux, on a la difficulté à étendre notre réseau. De là, pourquoi le parrainage devient si important. En fait, le parrain devient vraiment une des façons pour briser les barrières, pour vraiment sortir de la situation actuelle, puis permettre d'avoir une plus grande visibilité pour ces employés-là afin de les aider dans leur progression de carrière. Super. Jennifer, je te laisse prendre le flambeau. J'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit, Madame Laroche. Comment vous faites pour sélectionner ceux qui vont bénéficier du parrainage? OK. Donc, nous avons... je pense que c'est important d'expliquer que, comme le gouvernement fédéral, c'est comme une grosse machine avec plusieurs entités. Donc, il y a des centaines de ministères, d'agences, etc. Alors, nous, on a établi un programme pour être mis en œuvre par les différentes entités. Donc, nous avons établi certains critères, mais c'est vraiment par l'entreprise des différents ministères qui ont identifié les mentors et les protéger, si vous voulez bien. Et puis, c'est à eux de le mettre en œuvre et de faire le parrainage ou la formation de couple, si vous voulez. Oui, oui. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment de travailler avec les ministères pour vraiment les aider à le mettre en œuvre, mais aussi d'apprendre d'eux, de leurs expériences, et puis de développer les outils nécessaires pour les accompagner dans leur cheminement. Donc, naturellement, il y a des critères de base en termes de potentiel, en termes d'intérêt, naturellement, de part et d'autre, et puis, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement de carrière, mais il y a aussi une certaine flexibilité qui existe dans le programme en termes de la sélection. Donc, notre objectif, c'est vraiment on a comme une gestion décentralisée, si vous voulez bien. On n'est pas directement impliqué dans la mise en œuvre. Cependant, c'était vraiment un changement de culture qu'on veut vraiment proposer, puis vraiment accompagner les différentes entités pour vraiment passer à un autre modèle, puis d'être beaucoup plus inclusif dans la façon où qu'on accompagne nos employés et qu'on les développe. Donc, je peux m'imaginer que vous avez sûrement des documents meilleures pratiques pour être un bon parrain, ce genre de choses. Oui, oui. Oui, donc on a une boîte à outils qu'on a développée. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est on a développé un peu un laboratoire, c'est-à-dire qu'on a créé comme un groupe
de 9 ou 10 ministères où vraiment on a des conversations, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a eu des discussions, par exemple, avec certains mentors pour voir c'est quoi leur expérience, apprendre d'eux, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La même chose avec les protégés pour vraiment continuer continuellement pour améliorer les choses. Et une de nos réalisations, puis peut-être qu'on rentre un peu dans les prochaines questions, c'est que une des choses qui est très importante, c'est vraiment d'appuyer peut-être les plus petites entités. Donc, c'est facile à mettre en œuvre quand tu as une grosse machine, un groupe important en termes des ressources humaines où il y a de la capacité là. Mais avec toutes les initiatives maintenant que nous avons, en termes pour le développement de nos employés, ça devient, la gestion est quand même là. Il y a quand même un élément de gestion qui est important là. Et c'est comment appuyer puis créer des synergies vraiment pour qu'on puisse offrir le service à tous les employés où est-ce qu'ils sont dans les organismes qui sont peut-être plus ou moins riches en termes d'employés et de ressources. Exactement, exactement. Merci. Je suis émerveillée par votre ambition. Parce que, comme vous avez dit, il y a des centaines de ministères, d'agences, des milliers d'employés. Là, vous êtes comme un hub, comme on dirait en anglais. Oui, exactement. Une ruche. Comment? Oui, c'est ça. Mais après, vous avez comme, si je comprends bien, vous avez une évaluation à 2 niveaux. Donc, je suppose que sûrement, au fur du temps, vous allez avoir une évaluation quantitative, nombre de personnes formées, etc. Et nous allons vous poser des questions à ce propos. Mais juste pour commencer, si je comprends bien, pendant cette première 15 mois, on est à 15 mois environ, vous faites des focus groups où vous téléphonez à votre projet, votre focus group de 9-10 agences, puis là, vous ajustez en cours de route. Mais en fait, c'est ça. C'est comme le cadre reste le même, mais c'est comme dans la mise en œuvre. C'est que vraiment, on a créé un peu un réseau de partage pour justement échanger sur les meilleures pratiques dans les différents ministères, étant donné que c'est une belle fédération, comme la Fédération canadienne, dans le sens qu'on a des responsabilités partagées, mais nous, on a quand même un rôle en termes de développer des outils, soutenir les groupes, etc., faire la promotion. Nous avons en ce moment environ, je pense, 47 organisations qui participent. On est dans des centaines. On n'a pas le nombre exact de nombre de participants là, parce qu'on est en train justement de faire comme un genre de survol, de recension pour le nombre de participants. Mais l'objectif, dans le fond, c'est de créer des petits. Puis, il y a certainement un élément de changement de culture et d'amener les gens à réfléchir à la notion de mentorat, puis à la notion de parrainage. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il faut constater que tout dépendant du mentor, il y a certaines personnes qui le font déjà, là, juste par leur nature, par les contacts et comme vous avez dit, leur désir d'exposer le talent et puis d'offrir des possibilités. Je pense que cet exercice-ci, en plus d'aider les gens en termes de, surtout notre population cible, qui est les groupes en quête d'équité, j'ose espérer qu'on va atteindre aussi un peu un changement de culture dans la façon de voir en termes d'élargir un peu les horizons, élargir les réseaux, puis aussi d'un peu changer la nature de qu'est-ce que ça veut dire être, en tant que leader, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos protégés puis à nos employés. Oui, oui, oui. Je comprends. Cet intérêt à changer la culture est un intérêt qu'on voit de plus en plus articulé. Avant, le mentorat, c'était un peu plus quelque chose quasiment cantonné. C'était une relation à 2. Maintenant, on parle d'une culture mentorale. On parle aussi du mentoring in the moment, des moments de mentorat, ouais. Pas avec formel, organisé. C'est ça. Maître Beauchesne, vous avez une culture mentorale dans votre cabinet. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que ça fait très longtemps que vous avez ce processus de jumelage. Donc, votre cabinet, c'est un très grand cabinet, donc 350 personnes, 180 avocats et notaires. Et puis, le programme de mentorat, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'il s'offre aux nouveaux avocats pendant les premières 5 années. Donc, ce n'est pas 1 année ou 2, c'est vraiment 5 années. Et ce qui est significatif,
Et ensuite, on passe au parrainage pour accompagner l'avocat ou l'avocate dans son cheminement vers le statut de partenaire, c'est-à-dire actionnaire dans le cabinet. On serait curieux de comprendre pourquoi vous avez organisé, quel est le processus conceptualisation dans l'organisation des relations dans ce modèle? Merci, Jennifer. En fait, j'écoutais la présentation ou le propos de Mme Laroche. Vous aurez compris qu'on est dans un univers organisationnel complètement différent, là, tant par la taille que par le territoire, que par les personnes qui sont représentées dans les organisations, là, toutes les diversités qui peuvent être représentées dans les organisations. Nous, un cabinet québécois, oui, on est un grand cabinet, peut-être pas un très grand, parce qu'il y a peut-être des auditeurs parmi les participants qui sont issus de grands cabinets, donc je vais rester humble. On est un grand cabinet, mais uniquement au Québec, 6 places d'affaires au Québec. Donc, ça met un peu la table, la perspective organisationnelle qui est la nôtre. Évidemment, notre domaine d'intervention qui est le droit, via devenir avocat ou avocate, en fait, la perspective de mentorat est quasiment issue de nos origines. Là. Cette profession-là était à l'époque du quasi-compagnonnage, là, comme on voyait au Moyen Âge. Là, c'était dans cette perspective-là. C'était une profession libérale qui a évolué, puis qui après ça a été mis sous la gouverne de l'Office des professions via le barreau. Mais nous, nos barreaux existaient bien avant. En tout cas, là, je mets un aura autour de la présentation ou de la réponse. Donc, nous, la perspective de mentorat, c'est quelque chose d'un peu inné, mais justement, c'était spontané sans vraiment être organisé. On arrive dans la profession, on fait un stage, après ça, on est inscrit au tableau de l'ordre, on a notre premier emploi. Nos premiers clients, c'est les avocats seniors à l'intérieur du bureau qui nous donnent des mandats, donc il y a des aspects à développer dans nos façons de faire, nos différentes compétences, là, les compétences dites éducationnelles, là, savoir-faire, savoir-être. Donc, nous, devant ça, on a décidé de mieux structurer, mais c'est humblement, je dirais quand même que notre programme est semi-structuré. Puis je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Il y a deux continuums. Il y a le continuum du mentorat, puis il y a le continuum du parrainage. Quand on s'est parlé, là, on a parlé du parrainage via devenir associé, qui là est une étape, mais il y a du parrainage à un autre moment, je vais y revenir. Donc, c'est deux continuums qui évoluent en même temps, selon l'âge des individus, l'expérience et leurs aspirations. Donc, la première étape du mentorat, elle est institutionnelle, elle est organisationnelle. On encadre nos jeunes via des programmes, il y a des parcours de leadership, il y a des parcours plus académiques. Donc, on est dans une perspective justement de savoir-faire, puis le savoir-être va arriver un peu plus tard parce que savoir-faire, on l'institutionnalise avec des continuums d'apprentissage là, dans différents domaines. Puis à un moment donné, oui, là, arrivent des dyades, arrivent des pairages entre un mentoré puis un mentor. Puis c'est souvent la perspective de l'avocat ou l'avocate avec qui on collabore le plus, qui est le tandem naturel qui s'installe, je dirais, ou la dyade naturelle qui s'installe. En même temps qu'il y a ce continuum-là, il y a le continuum du parrainage, où là, pour des fins particulières, il va y avoir une mission qui va être confiée à un parrain d'accompagner une personne qu'on aura identifiée pour accéder à, dans ce cas-là, ça peut être le partenariat, mais plus loin dans la carrière, parce que oui, on devient associé à un moment donné, mais on peut devenir un directeur d'une place d'affaires ou une directrice de place d'affaires, on peut devenir directrice d'un groupe de pratique, on peut devenir vice-président ou si on veut utiliser le C-suite, là, on peut devenir chef de l'exploitation, chef de quelque chose. Donc, il y a ce parcours-là aussi qui va amener un parrainage. Nous, c'est un continuum. Puis, en même temps qu'il y a ce continuum-là, bien, on peut passer du mentorat au parrainage, du parrainage au mentorat, parce qu'on a, par exemple, dans notre ligne de mentorat, puis j'essaie de faire ce cours, là, mais une fois qu'on est devenu associé, il y a un autre mentorat organisationnel où on prend en charge les nouvelles associés pour les amener ensemble dans la perspective de ce qu'est être un associé au cabinet. Donc là, on est encore dans un univers plus regroupé, ce n'est pas du 1 pour 1, mais on les reprend à ce moment-là dans une perspective de mentorat. Puis s'ils ont une autre perspective, ça va redescendre au parrainage.
Parce que là, comme je dis, après être associé, si la personne aspire à devenir un directeur ou une directrice d'un groupe de pratique, bien, il y a quelque chose à faire pour arriver à cet objectif-là de très particulier qui est en dehors du mentorat. Moi, quand je l'explique à nos plus jeunes, en fait, pour essayer de créer des images, là, le mentorat, il y a une maxime qui dit que le parcours est plus intéressant que la destination. Le voyage est plus intéressant que la destination. Ça, pour nous, c'est le mentorat. Le parrainage, c'est le voyage, oui, c'est le fun, mais la destination, c'est l'objectif. Là, la perspective est complètement différente. Je comprends. Et est-ce que la même personne peut jouer les deux rôles auprès de la même personne accompagnée? Non. Non. Non, le mentorat, dans les avantages, si ça se développe dans le temps, là, la DIAD, ben, c'est quelqu'un qui va continuer de faire cheminer son mentoré dans ses diverses aspirations, mais on ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts parce que dans le fond, le mentor est là pour susciter la réflexion de son mentoré et pas de décider pour lui ou de le conseiller, entre guillemets. Donc, il ne faut pas interférer ces deux rôles-là. Pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel. Et puis, pour la relation de parrainage, M. Maître Beauchesne, comment la décision se fait? Est-ce que c'est la direction qui dit, bon, on aurait besoin de quelqu'un pour faire ce rôle-là, on pointe celui-là, donc on vous le propose, on lui trouve un parrain. Comment ça fonctionne? Bien, ça peut prendre toutes les formes, mais ça, c'est la forme privilégiée. C'est un peu comme, c'est dans une perspective, oui, de progression de carrière, mais c'est aussi dans une perspective de plan de relève de notre côté. Donc, quand on identifie des ressources à haut potentiel, bien oui, là, on va dire, il y aurait vraisemblablement ces personnes-là à accompagner. Puis là, oui, il peut y avoir un appel au volontariat. Puis ça peut venir du filleul ou du pupille, si on veut employer l'expression, qui aurait le goût de... Parce qu'évidemment, dans cet univers-là, il y a l'organigramme, mais il y a le sociogramme. Fait que c'est le parrainage, on se trouve dans le sociogramme. Fait que oui, le filleul ou la filleule peut dire, ben moi, j'aimerais être accompagné par cette personne-là dans cette perspective-là d'accéder à une étape X. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des affinités. Là. On comprend que l'objectif est important, mais il faut qu'il y ait des affinités entre les deux personnes, autant mentorales que parrainage. Donc, et par rapport à justement ces deux perspectives de mentorat et de parrainage, vous nous aviez mentionné dans nos entretiens préalables à ce webinaire que votre cabinet n'évalue pas nécessairement de manière systématique les retombées des deux modes d'apprentissage, soit le mentorat et le parrainage. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques observations, des valeurs que ça puisse amener chez les individus qui suivent ce type d'accompagnement, et à savoir, est-ce que l'une des deux approches est mieux appréciée par certains groupes? Bien, c'est sûr que oui, c'est vrai qu'on ne mesure pas systématiquement parce que vous connaissez le contexte social aujourd'hui. La mouvance en tout là, est de rigueur ou presque. Là. Donc, nous, le mentorat, on le fait comme dans une perspective de développement durable, mais d'individu, pas de développement durable environnemental. Donc, nous, on investit, entre guillemets, dans ces personnes-là à travers le mentorat en se disant, c'est du développement durable, arrive quoi que ce soit à travers nos parcours. Est-ce qu'on va rester ensemble tout le temps? Est-ce que nos parcours vont se diviser? Donc, la perspective n'est pas la même, alors que le parrainage, oui, c'est sûr que là, il y a tout l'univers qui a été exprimé par Jennifer là, sur la recherche d'un certain chercheur qui nous dit il y a des pressions tant pour le parrain qui veut voir son pupille réussir que le pupille qui dit ben là, j'espère que le parrain m'a tout donné ce qu'il avait à me donner. Est-ce que je vais l'avoir? Dans une perspective de relève, des fois, c'est un peu si vous évoluez dans des organisations qui gèrent cette facette-là de la carrière, bien, c'est sûr qu'on peut identifier 3 personnes à haut potentiel, mais il y a vraisemblablement une personne qui prendra la relève à un moment donné. Je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais pour les 2 autres, mais il y a une perspective momentanée de déception, comme a exposé Jennifer. Puis il y a la pression. Le parrainage, là, c'est vraiment une opération ciblée, c'est quasi chirurgical. Il faut que ça soit très bien paramétré, puis que les attentes
soit bien défini. Il ne faut pas qu'il y ait un intervalle trop grand entre les attentes du parrain puis celles du parrainé ou de la parrainée parce que va s'installer une espèce de frustration. Puis on ne veut pas qu'au sortir de ça, ça soit quelqu'un qui soit déçu, qui quitte l'organisation. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas ce que tu souhaitais avoir à ce moment-là, que la vie est finie. Donc, il y a une perspective de l'après-décision là, qui est importante dans le parrainage. Alors que le mentorat, là, c'est vraiment le voyage qui est plus important que la destination. Là. Il n'y a pas de mesure véritablement. Et puis, voilà. Par rapport à si brièvement, vous aviez des success stories ou un exemple de situation qui pourrait être considérée comme étant un échec par rapport à l'accompagnement, que ce soit mentoral ou parrainage, est-ce que vous pouvez nous en faire part? Bien, le programme, comme je l'ai succinctement présenté, est un peu court, mais c'est sûr que, bon, vous avez peut-être vu, là, si vous suivez les médias sociaux, vous avez vu que la nomination de nos associés 2022, il y avait, sur 6, il y avait une femme, mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'en 2020, il y avait 4 femmes sur 6. Donc, tu sais, bon, je comprends que les médias ont fait un petit, Droit Inc., là, notre média national à nous, les avocats au Québec, a fait un petit commentaire là-dessus, mais la perspective, moi, je pense que ces deux programmes-là, maintenant, qui sont bien connus, même s'ils sont semi-structurés, donnent une perspective à tout le monde de pouvoir accéder à quelque chose. Autrement dit, à une certaine époque, puis là, c'est dû à la taille de notre cabinet. Je comprends que quand on est un cabinet de 5 avocats, il n'y a pas la même perspective, autant que nous ne sommes pas un ministère fédéral non plus, mais nous, on peut maintenant offrir des perspectives de carrière à nos collègues qui sont autres que quand moi j'ai commencé à pratiquer, quand on faisait du litige, je vais donner des chiffres, là, on faisait des causes à 10 000 à 1 million puis à 10 millions. C'était ça notre perspective de carrière. Puis quand on faisait du transactionnel, on faisait des transactions à 100 000, à 100 millions, puis, etc. T'sais, on n'avait rien d'autre à offrir. Mais là, dans les organisations comme les nôtres, il y a des perspectives de carrière qui ne s'offraient pas à moi quand j'ai commencé ma pratique. On était avocat. Maintenant, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de gens qui veulent se dédier à ces fonctions-là, puis ça ouvre des horizons complètement différents de ce qu'on pouvait offrir comme carrière quand moi, j'ai commencé. Donc, des success stories, pour revenir à ta question, Joël, il n'y en a pas, mais les gens sentent que c'est possible. Déjà, avec ça, pour nous, le programme a son impact, atteint un objectif. Après, mais oui, on va mesurer statistiquement, nous aussi, là, ce que je peux vous dire, c'est que notre conseil d'administration, à l'heure actuelle, il y a 11 personnes, 9 associés, deux administrateurs provenant de l'externe. Ça ne se voit pas souvent au sein des cabinets d'avocats. Puis, donc, 11 personnes, il y a 5 femmes, 6 hommes. Puis, dans les fonctions de gestion, ensuite, on a atteint la parité, mais on ne s'en fait pas nécessairement un objectif statistique. Donc, on veut que les gens adhèrent à la possibilité, qu'ils soient conscients qu'il y a une possibilité et qu'ils peuvent y accéder. Donc, pour nous, là, c'est le premier jalon parce qu'il faut voir d'où on part. Hein. La profession juridique a été possible pour les femmes à compter de 1941, puis ça a duré 20 ans pour y arriver. La lutte a duré 20 ans, donc de 1920 à 1941. Puis à partir de 1941, c'était pas la balade dans le parc, là, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est pas. Puis aujourd'hui, on est arrivé, on est dans cet univers-là. Donc, puis après ça, Mais là, l'univers, Eric, OK? On a cherché quelques chiffres. Encore en 2015, la rémunération des femmes avocates était en moyenne inférieure de plus de 50 OK? En 2017, seulement 15 des avocates femmes participaient aux bénéfices au capital et à la prise de décision des cabinets. Donc, si on sort un petit peu de votre cabinet puis vous regardez le milieu plus large, que dites-vous? Donc, il y a le... Oui. En fait, pour l'étude dont a cité Joël là, en présentation, c'était pour examiner ces aspects-là. Puis oui, le modèle traditionnel, le modèle économique d'un bureau d'avocat reste toujours les heures facturables. Fait qu'il y a des cabinets, évidemment, qui se disent,
à prestation égale, le revenu va être égal. Théoriquement, c'est vrai. Mais est-ce que je mets toutes les personnes dans la possibilité, dans un contexte d'atteindre les performances pour avoir une rémunération égale, c'est-à-dire de livrer la prestation égale avant de parler de la rémunération égale? Donc, c'est cette perspective-là, on est l'industrie juridique privée, là, celle dans laquelle moi j'ai évolué, je ne connais que ça. Elle est à cette croisée des chemins-là. Il va falloir évaluer une perspective de rémunération qui va être autre chose qu'uniquement du quantitatif. Il va falloir examiner comment on reconnaît des compétences qui ne se convertissent pas en heures facturées et en encaissement. Il va falloir essayer d'imaginer comment on va reconnaître la prestation d'une équipe. Donc, toutes les contributions à l'équipe vont être importantes, indépendamment de qui fait l'heure ou qui fait quoi dans l'équipe. Donc, il y a des perspectives à examiner là, mais la perspective principale, c'est ça, c'est le système économique qui récompense ou qui reconnaît la quantité. Puis ça va être vrai indépendamment même de la satisfaction de la clientèle. Parce que moi, j'ai beaucoup connu des avocats qui étaient très bons vendeurs, qui étaient capables de renouveler leur clientèle, donc qui produisaient toujours beaucoup de chiffres, mais si j'avais fait le niveau de satisfaction de leur clientèle, ça aurait été inadéquat, je vais me contenter de ce mot-là. Alors que je connais, puis je vais le dire, je connais des avocates qui travaillent très bien, qui ont un haut niveau de satisfaction de leurs clients, mais comme elles font moins de quantité, ben, elles sont moins rémunérées. Donc, est-ce que c'est normal? La réponse est non. Théoriquement, c'est un amalgame de tout ça qui va faire en sorte que... C'est ça. Vous faites référence un petit peu à la culture, même pas de l'entreprise, mais du secteur. Et puis, je fais un lien avec l'environnement de Mme Laroche. Ils ont vraiment décidé, semblent avoir décidé que, tu sais, si le Centre de diversité et de l'inclusion se situe au Conseil du Trésor, c'est comme le centre nerveux du système de la fonction publique, justement pour ne pas agir sur les petits morceaux qui sont le mentorat, le parrainage, etc. Ce sont des morceaux. Hein. Personne n'a dit que le mentorat, le parrainage allait tout résoudre. C'est plutôt de promouvoir cette culture de mentorat, parrainage, d'inclusivité, de réflexion. Je me souviens pas comment Mme Laroche le définit exactement. Vous, quel levier vous voyez? Donc, ça fait longtemps que les juristes en milieu académique parlent de cet enjeu. Hein? On lit des études depuis 20 ans là-dessus. Donc, comment ça pourrait changer? Bien, en fait, Mme Laroche parlait aussi de perspective culturelle. Nous, on mesure, je dis nous, l'industrie des services juridiques là, en pratique privée. Là. On ne mesure pas tellement l'écart entre ce qu'on pense qu'on est et ce que nous sommes en réalité. On ne navigue pas beaucoup là-dedans. Il va y avoir cette prise de conscience-là au départ. Il va falloir mesurer les écarts parce qu'on pense qu'on est bon. On est peut-être même, dans certains cas, convaincu qu'on est bon, ne serait-ce que par le raisonnement que j'ai fait. Si tu travailles autant de quantité, tu vas avoir la même paye. Donc, pour nous, c'est réglé. Là. C'est équitable. Il n'y a pas de problème. Là. Mais bon, quelles sont les conditions que je mets en place pour permettre à tout le monde de donner cette prestation-là de quantité, en supposant que je la garde? Là. Il va falloir que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Donc, il y a une perspective culturelle, c'est sûr, d'organisation, à se dire qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que c'est certain que je vais reculer un peu en arrière. Toutes les avancées, les programmes sociaux qui sont mis en place, on donne des congés parentaux, on donne des congés de paternité. Ça va trahir mon âge, mais moi, ça n'existait pas, 5 semaines de congés là, quand j'ai eu mes 3 enfants, ça n'existait pas. Donc, ces avancées-là ou ces programmes-là font que ça nous aide, nous, à faire avancer les choses parce que là, les hommes vont revendiquer ces choses-là. Fait que là, on est dans un univers où les gens vont plus se ressembler en termes de besoins, en termes de leurs besoins, les besoins qu'ils expriment. Donc là, ça devient un univers plus uniforme. Il y a ces aspects-là qu'il faut travailler. La rémunération en est assurément un aspect en regard de homme ou femme. Est-ce qu'on veut uniquement récompenser la quantité
sans égard à quoi que ce soit d'autre. Il y a un champ d'expertise à développer là, absolument. Puis ensuite, ben, c'est sûr que il y a des aléas comme la pandémie qui nous ont démontré, hors de tout doute, quasiment raisonnable, que le télétravail, c'était bon pour tout le monde, y compris les avocats, même devant les tribunaux. Fait que ça aussi, ça arrive de l'extérieur, mais ça nous donne un levier pour diminuer ces inéquités-là, parce que, bon, télétravail avant, c'est bon, c'est parce qu'il fallait que tu t'en ailles t'occuper de tes enfants, puis etc. Là. Mais aujourd'hui, télétravail, c'est une modalité de la prestation de travail. Il n'y a plus de biais là, relié au fait que je veux travailler chez moi. C'est un excellent point. Donc, il y a ces éléments externes qui peuvent arriver. Oui. On va bientôt passer aux questions de l'auditoire, mais juste avant d'y faire, Madame Laroche, le télétravail, votre programme a commencé en décembre 2020, oui. En pleine pandémie. Oui. Comment le télétravail a influé, n'a pas influé? Je pense que ça n'a pas été un enjeu, honnêtement, en toute honnêteté. C'est sûr qu'on s'ennuie tous des contacts humains, puis de la capacité d'échanger en personne. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Okay. Oui. Oui. OK, d'accord. Mais je crois que non, je ne pense pas que ça a été un enjeu. Puis quand je regarde vers l'avant, où on va sûrement se ramasser dans un environnement hybride, ça va juste nous permettre d'avoir une possibilité d'être soit virtuel ou en personne. La beauté du virtuel, en fait, a probablement permis d'avoir des jumelages qu'on n'aurait pas eu en personne, c'est-à-dire jumeler des gens de différentes régions, de différents, d'avoir une plus grande flexibilité à cet égard-là. Oui. Merci beaucoup. Joël. Alors, j'aimerais inviter notre auditoire qui a déjà commencé à populer pas mal le chat avec des belles questions. J'aimerais commencer par Mme Nathalie Picard qui avait une question qui allait comme suit. Est-ce qu'un programme de parrainage est aussi bien structuré qu'un programme de mentorat, que ce soit sur la durée du programme, l'aspect volontaire, sponsorship, etc.? La balle est dans votre cas. Oui, la durée, c'est un excellent point. Mm-hmm. Par rapport à la temporalité, justement. Oui. Est-ce que selon vous, allez-y, Mme Laroche? En fait, bon, ça, c'est peut-être plus mon opinion personnelle que je vous partage. Moi, personnellement, comme en écoutant Éric, je vois que c'est très structuré. Leur approche en termes de cheminement de carrière, je dirais, au gouvernement fédéral, c'est peut-être un petit peu plus organique dans la façon dont c'est fait. Donc, personnellement, quand j'ai eu à vouloir des mentors, j'ai pris l'initiative. Maintenant, il y a beaucoup plus d'initiatives qui font en sorte qu'il y a au sein des ministères des mécanismes de jumelage. Donc, c'est beaucoup plus facile d'identifier. Je pense que ça dépend vraiment de l'objectif. Qu'est-ce qu'il veut vouloir atteindre, puis qu'est-ce que le protégé ou le filleul, comme Éric a mentionné, ou la filleule cherche. Et puis, ça devrait un peu dicter la longueur, tout dépendant de qu'est-ce qui est recherché. En termes de sponsorship, moi, je pense qu'une fois qu'une relation est établie, si je pense moi-même aux gens que j'ai fait du mentorat, dans un certain sens, ça ne l'arrête jamais, dans le sens que je vais toujours penser aux gens où il va toujours avoir, quand tu as une bonne relation de mentorat, ce n'est pas quelque chose nécessairement, même si c'est plus régulier, il y a quand même des liens qui sont tissés, donc il y a toujours une opportunité de pouvoir promouvoir des gens, etc. Donc, pour moi, je pense que c'est à établir tout comme toute bonne pratique quand on commence une relation de mentorat, c'est de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on recherche, puis aussi c'est quoi la fréquence, et puis ça l'amène aussi à avoir une discussion en termes de durée. Mais habituellement, pour moi, en tout cas dans mon expérience, souvent c'est organique. Il y a des cycles à ce genre de relation-là. Pour nous, dans notre cadre de notre programme, on voit peut-être, c'est nouveau, donc on voit peut-être une relation de 12 à 18 mois comme étant idéale, mais ce n'est pas prescrit. Et puis, comme vous le mentionnez, du côté, comme dans la question, le côté structuré, il y a un travail à faire de la part de la personne qui cherche à avoir du mentorat ou du sponsorship, d'abord à structurer ne serait-ce que son idée, son idéation par rapport à moi, je cherche ça pour telle finalité, etc. Alors, est-ce que ça pourrait rentrer comme l'idée de structurer autre que le programme en lui-même qui se doit d'avoir une certaine structure? Moi, je pense fondamentalement que tu rentres en relation avec quelqu'un.
Et donc, il faut qu'il y ait un peu des objectifs clairs par rapport à ce qui est recherché. C'est un peu comme avoir un bon, tu sais, d'autres relations qu'on a dans la vie. Des fois, ça fonctionne en termes d'arrimage, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut établir, voir si vraiment le parrain est en mesure de vraiment donner des conseils ou d'aider la personne. Puis ça se fait, selon moi, dès le départ. Puis pour être en mesure de comme développer les attentes, mais aussi développer la relation, puis vraiment d'atteindre les objectifs désirés. Parfait. Et j'ai une question ici de Madame, attendez-moi un instant, Nour Sayem. Comment peut-on faire du parrainage quand on est mentor d'un entrepreneur dans une start-up? Et puis que l'entrepreneur en question est seul, il n'y a pas d'autres points de repère ou de ressources. Ça sort un peu de votre champ de manœuvre. Oui. Donc, si vous êtes... donc, je ne sais pas si la question est adressée. Éric, est-ce que tu voulais y répondre? Bien, Jennifer a mis la table. Évidemment, c'est une perspective qui est un peu complexe parce que là, l'advocacy, comment on va la faire à l'intérieur d'une organisation où c'est trop petit, tu es à la fois mentor, parrain. C'est pour ça que nous, on divise vraiment les deux choses parce que parrain, d'abord, on ne peut pas plaider pour quelqu'un d'autre éternellement. C'est pour ça que nous, parrain, il y a un début, il y a une fin, il y a une mission, il y a un objectif. Le mentorat, on est plus dans une relation de réflexion et d'accompagnement. Donc ça, comme disait Mme Laroche, ça pourrait durer toujours, théoriquement. Donc la perspective est complètement différente, mais à la fois mentor et parrain, il vient un moment où le mélange des genres là, fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est dans une petite organisation où on va aller chercher le mentor à l'extérieur de l'univers de l'entreprise pour faire une distance, puis le parrain, à ce moment-là, aura comme des coups des franges dans l'entreprise pour faire son plaidoyer en faveur de son, je vais le franciser, là, en faveur de son commandité, alors qu'il est le commanditaire. Donc, c'est ça, je vois ça difficilement, sauf peut-être aller chercher le mentorat à l'extérieur. Parfait, ça répond à la question. Alors, on a une personne prénommée Marika Filiatro, à défaut d'avoir le réel nom. Alors, y a-t-il d'autres appellations pour nommer un programme de parrainage-marrainage, sponsorship en anglais? Quels sont les autres synonymes qu'on peut utiliser pour nommer ce type de programme? Et là, on vient d'entendre commanditaire. Ouais, ça, c'est peut-être trop drastique. Ça illustre le geste qui est apposé. Je suis un commanditaire et j'ai un ou des commandités. Parrainage est quand même plus à mon avis, c'est plus dans l'ordre des choses. Parce que oui, je veux plaider pour quelqu'un, mais c'est pas une relation commanditaire non plus. C'est pas mercantile. Mais moi, je pense que parrainage, moi, je ne sais pas si Mme Laroche a réfléchi à ça, mais je n'ai pas réfléchi à une meilleure sémantique. Nous, on a utilisé le plus, alors on n'a pas vraiment abordé la question. On a rajouté le plus au mentorat. Non, je n'ai pas vraiment rien à offrir en termes d'autres définitions. Mais je pourrais demander à l'équipe si jamais on a quelque chose, je pourrais vous l'envoyer. Mais Madame Laroche, justement, Madame... excusez-moi, Joël, est-ce que je peux juste poser la question? Est-ce que vous utilisez parrain, marraine ou est-ce que vous utilisez sponsor? Il faudrait que je demande, en fait. Je ne sais pas. Je peux vous revenir. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que justement, il y a parrain, marraine, c'est genré, hein? Ouais. Puis votre centre de diversité et d'inclusion, parfois, on essaie d'utiliser des termes non genrés. C'est clair que sponsor, c'est un anglicisme, donc il n'y a pas de solution parfaite. Je sais, Madame Laroche, qu'on va vouloir vous demander si votre coffre d'outils dont vous avez parlé, les membres de Mentorat Québec sont souvent très axés sur le concret. Est-ce qu'il sera disponible au public un jour, une fois que vous avez, que le projet pilote est terminé? En fait, je vais retourner à l'équipe puis on va regarder la panoplie de choses. Puis s'il y a des choses qui sont pertinentes pour vous, ça me ferait plaisir de les partager. Puis vous pourriez les distribuer. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Merci, merci. Super. Alors, est-ce que Jennifer, on a le temps pour une dernière question ou... Oui. Alors, on avait aussi une petite question ici, encore une fois, d'une autre Marika Filiatro. Alors, est-ce que les services de mentorat et de parrainage, j'imagine que c'est au Québec, s'intéressent à l'inclusion des professionnels de la santé venus d'ailleurs?
Ou est-ce que ça s'adresse uniquement pour les gens, disons, déjà établis? Si je comprends bien la question. J'aurais presque le goût de vous envoyer la question à Joël Ouais, et à c'est toi, ça. Jennifer, parce que vous êtes au centre de toute la réflexion du mentorat, alors Oui, que moi, c'est très, très empirique et très, très précis comme intervention dans mon cas. oui, en fait, Joël, je n'ai pas compris à 100%. On nous demande s'il y a des programmes de mentorat pour les professionnels en santé? Est-ce que les services de mentorat et de parrainage s'intéressent à l'inclusion des professionnels de la santé venant d'ailleurs? Alors, moi, comment je la comprends? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait nouvellement arrivé à accès à du mentorat, ne serait-ce que pour s'insérer dans ce milieu-là parmi tant d'autres? Disons, quelqu'un qui viendrait d'immigrer au Québec, qui était avocat respectivement dans son pays, est-ce qu'il peut faire avancer son envie d'avoir un mentor pendant que son processus, disons, de reconnaissance des acquis se ferait ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou est-ce que la personne doit être établie ici, avoir tous ses acquis étampés avec l'approbation avant de pouvoir se doter d'un mentor? Bon, ben écoutez, c'est malheureux. Je connais la réponse pour les ingénieurs, mais non pas pour les professionnels de la santé. Donc, il va falloir faire des recherches là-dessus. Est-ce que je peux intervenir? Oui, absolument. Peut-être le seul conseil, un conseil que je pourrais donner, c'est que je pense que les programmes, c'est important. Surtout comme dans le cas de notre situation au gouvernement fédéral où on veut vraiment on veut avancer la cause des groupes en quête d'équité. C'est d'avoir un programme formel dédié pour ça. Je trouve ça hyper important. Je pense que ça rencontre un objectif. Mais je pense aussi que c'est comme un peu la réponse. Je ne m'en tiendrai pas seulement au programme. Je pense que les gens doivent, si vous sentez qu'il y a un besoin d'avoir un mentor, c'est très rare que les gens, si vous connaissez des gens que vous pensez qui ont le potentiel, il faut demander. La pire chose qui peut arriver, c'est de dire qu'ils vont vous dire non. Mais la plupart des leaders, la plupart des gens sont extrêmement très heureux de partager leurs connaissances et leur savoir-faire et leur connexion. En fait, c'est pratiquement un compliment d'être demandé d'être un mentor. Donc, je me dirais des fois, il faut briser, il faut juste demander. Et puis, les portes s'ouvrent par elles-mêmes. Merci pour ce conseil, Mme Laroche. Vous faites bien de le mentionner. Et puis, je dirais, Joël, à la personne qui nous a posé la question, que sur le site web de Mentorat Québec, dans la section accélérateur mentoral, il y a un fiche en quelque part qui dit 5 ou 8 conseils pour des nouveaux mentorés. Puis, ça donne des astuces, comment se trouver un mentor si on n'a pas accès à un programme formel, justement. Parfait, super. Alors, vous avez eu des bons conseils et puis on vous invite à visiter la page de l'accélérateur mentoral pour en prendre connaissance. Et puis, si on peut, disons, terminer sur deux petites questions. Ça prendrait aussi Comment le sondage. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, on va vous faire apparaître, Marika, si Marika à la régie est prête, on va vous faire apparaître à l'écran un sondage qu'on vous invite à remplir, s'il vous plaît, pour qu'on s'assure que notre contenu continue d'être percutant, pertinent surtout. Alors, prenez un petit 2 minutes et demie pour nous faire part de vos réponses qui apparaissent déjà à l'écran. Alors, c'est de manière anonyme, alors sentez-vous à l'aise. Ah, je vois un message comme quoi les panélistes ne peuvent pas voter. Donc, on va demander à notre technicienne de régler le problème et on va continuer entre-temps. Parfait. Alors, juste en termes de dernière question, à vous deux, toujours adressé à vous deux, comment est-ce que vos programmes, comment est-ce que vous gérez l'aspect multiculturel? On est dans l'ère du temps de la diversité, on en parle beaucoup, on les met à toutes les sauces. Comment est-ce que ça se gère très succinctement, si vous pouvez nous faire part de cet aspect-là? Ben, en fait, pour nous, je peux commencer, c'est l'objectif. C'est vraiment un programme qui est dédié à tous les groupes en quête d'équité, donc que ce soit des minorités visibles, des membres des femmes, des membres de personnes handicapées, des personnes qui s'identifient comme étant partie des LGBTQ2+. Alors, c'est vraiment l'opportunité pour eux d'avoir accès à des mentors. Puis, je vous dirais que les mentors et les sponsors, ben, ça vient de... On n'a pas ciblé nécessairement ces groupes-là. C'est vraiment d'avoir
vaste échantillon de mentors potentiels. Puis, une des choses en fait, j'ai un collègue qui fait partie du projet, puis une des choses qu'il a mentionné, c'est à quel point qu'il apprend la réalité des autres. Puis ça, c'est extrêmement important de se rappeler que souvent, dans les relations de mentor ou de sponsor, ce n'est pas des relations à sens unique, c'est vraiment des relations à double sens, de comprendre la réalité des différentes personnes, leur expérience personnelle, comment ils vivent leur vie dans le milieu du travail là, et comment que des fois, les barrières systémiques, les mentalités, etc., ont influencé ou influencent leur carrière. C'est très important. Nous avons au sein du gouvernement fédéral, excuse-moi Joël, tu m'as dit succinct, puis je continue, je vais juste finir mon point. On a une sous-représentation, en fait, en termes de diversité au niveau surtout parmi les hauts dirigeants, puis c'est quelque chose qu'on est très conscient, puis on y travaille très, très fort. Donc, une partie du travail, c'est vraiment de développer nos gens, mais aussi il y a une conscientisation qui est nécessaire, je pense, parmi la direction pour comprendre c'est quoi les réalités, puis pour pouvoir changer les choses. Fait que je m'arrête là. Merci. Monsieur Beauchesne, en 1 minute et demie. Oui, ben, je vais y aller succinctement parce que je vais devoir faire une confession. De notre côté, il n'y a pas d'objectif établi dans l'atteinte de paramètres en termes de diversité. Puis nous, on le voit empiriquement par la formation. Il y a de plus en plus de personnes parce qu'il faut commencer en quelque part à intéresser les gens à cette formation-là. Et là, nos cohortes de stagiaires récemment, c'est généralement des personnes qui sont nées au Québec, mais avec des origines ethnoculturelles différentes là, de par leurs parents. Et là, ça va avancer tranquillement comme ça. Nous, on ne peut pas autrement dit, même si on se donnait des objectifs, je vais le dire malheureusement comme je le pense, là, puis je ne veux pas heurter personne, il faut qu'il y ait un bassin de candidats suffisant pour, si on se donnait des objectifs, pouvoir les atteindre. Alors que là, on intéresse les gens à la profession juridique, d'où qu'ils proviennent. Puis là, à un moment donné, ils vont faire des études en droit. À un moment donné, ils vont accéder au tableau de l'ordre, puis ils vont devenir partie prenante de l'industrie des services juridiques privés au Québec. Nous, on n'a pas de statistiques en termes d'objectifs. Donc, voilà ma réponse toute succincte, je pense, après 1 minute. Pour l'instant. Vous n'avez pas pour l'instant. Alors, l'avenir est toujours ouvert. Mais rapidement, juste pour parler sur le cas là, de comment parrainer quand on vient ou comment être parrainé ou mentoré quand on vient de l'extérieur. Nous, on a eu un candidat qui arrivait du continent africain après être formé en France, un séjour aux États-Unis. Il a cogné à notre porte. Il faisait ses équivalences au barreau pour pouvoir être admissible au tableau de l'ordre. Il a réussi ses examens, puis aujourd'hui, il va être assermenté là, dans quelques semaines. Puis c'est une perle. S'il n'avait pas cogné à notre porte, on n'aurait pas trouvé la perle. Fait que oui, il faut des démarches proactives aussi de la part des gens qui souhaitent intégrer un univers qui est a priori pas le leur. Là. Mais cette histoire-là, là, on parlait de success story, c'est pas du parrainage, mais on a accueilli quelqu'un qui est arrivé spontanément, puis aujourd'hui, il va être une de nos ressources vedettes. Là. Absolument. Alors, on va se laisser sur ces mots-là de côté d'amélioration continue, mais surtout que ce soit quelque chose de circulaire qui aille dans les deux sens. Alors, de prendre les devants, d'avoir cette proactivité, puis de l'autre côté, d'avoir cette réceptivité par rapport aux horizons divers de provenance des gens. Alors, c'est ce qui conclut déjà la seconde exploration de ce parcours de 5. On vous rappelle, il y aura 3 prochaines explorations jusqu'au mois de mai. Et j'aimerais encore une fois remercier nos panélistes que nous avons reçus, soit Maître Éric Beauchesne, qui est nouvellement directeur de l'éthique et de la conformité au sein du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Et nous avons reçu Mme Mireille Laroche, qui est sous-ministre adjointe au secrétariat du Trésor du Canada et la responsable du Centre sur la diversité et l'inclusion. Alors, un gros merci aussi au secrétariat de la condition féminine de rendre l'accélérateur possible. Merci à nos 2 panélistes. Merci d'avoir été avec nous pour ce webinaire par jour de pluie, Lunch and Learn sur l'heure du dîner. Et puis, remerciements aussi à ma collègue Jennifer Petrella, co-animatrice. Alors, un outil de synthèse vous sera envoyé par rapport à la séance d'aujourd'hui et un sondage aussi à savoir si le contenu vous a été percutant et pertinent. Et en y répondant, vous avez aussi la chance de gagner une séance de consultation avec Jennifer ou moi-même au sujet des enjeux qui ont été mentionnés aujourd'hui ou tout autre sujet ou enjeu qui vous préoccupe
personnellement ou professionnellement. Alors, la prochaine activité à venir, la prochaine exploration s'établira le 15 mars 2022, toujours de midi à 13h. Et nous allons explorer le mentorat au féminin, comment se positionner en tant que mentoré. Alors, invitez vos collègues, camarades, c'est gratuit. Alors, au plaisir de pouvoir vous aider dans ce parcours-là. Et puis, si vous êtes intéressé, comme avait mentionné Jennifer plus tôt, à implanter un programme de mentorat inclusif, nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt, puisqu'une cohorte d'entreprises sera activée vers la fin avril, entièrement subventionnée par le secrétariat à la condition féminine. Alors, gardez contact avec nous. Et puis, pour un petit mot de la fin, Jennifer, je te laisse conclure le tout. J'ai rien à conclure, sauf de joindre ma voix à la tienne, Joël. Merci, Madame Laroche. Merci, Maître Beauchesne. Merci à nos auditeurs. À la prochaine. À la prochaine exploration. À bientôt. Merci beaucoup. Joël, vouliez-vous qu'on débriefe ou c'était c'est correct comme ça? Moi, je peux quitter sans problème. Jennifer? On n'est pas seul, Eric. Oui, je comprends. Oui, je vois encore des fenêtres à l'écran, mais si vous voulez qu'on se recontacte, vous envoyez une invitation ou en tout cas, bref, vous arrangez ça comme vous voulez. Excellent. Merci mille Merci. fois, Eric. À la bientôt. prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.